Dans plus de 50 pays, Éric Emmanuel Schmitt, normalien, agrégé, auteur, écrivain, metteur en scène, opéra, bande dessinée, tout ce qui touche se transforme en or. Il nous reçoit dans son théâtre pour la merveilleuse reprise de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Du théâtre avec Éric Emmanuel Schmitt, le mystère Éric Emmanuel Schmitt. Sa maman peut être fière, tout ce qu'il fait marche. Il est normalien, agrégé, il fait du théâtre, du cinéma, de la télé, de l'opéra, des livres. Bref, on a voulu savoir comment, pourquoi, qui, où, quoi, comment, mais vraiment, on ne sait pas. Donc, tout ça, à l'occasion de la reprise de sa pièce, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, au théâtre Rive Gauche, nous sommes allés le rencontrer. Petite visite privée, montage et réalisation, Aurélien Romano. Monsieur Ibrahim avait toujours été vieux. Unanimement, de mémoire de rue Bleue et de rue du Faubourg Poissonnière, on avait toujours vu Monsieur Ibrahim dans son épicerie. Merci beaucoup, Éric Emmanuel Schmitt, de nous recevoir dans votre théâtre. C'est quoi? C'est un caprice quand on a un homme de théâtre, d'avoir son théâtre? Oui, non, j'avais pas besoin d'avoir un théâtre pour être joué. Puis en plus, je suis joué dans le monde entier, j'ai cette chance. C'est une aventure différente. C'est peut-être pouvoir faire du théâtre sans être forcément l'auteur. Vous voyez, c'est choisir un texte, choisir des metteurs en scène, recevoir des acteurs, voir la naissance d'une pièce devant le public, si ça prend, si ça prend pas. C'est aussi ça le théâtre. Le théâtre, c'est des émotions absolument diverses. C'est le charme des équipes qui s'agitent derrière, les habilleuses, les techniciens. C'est la poussière qu'il faut enlever tous les matins. Oui, c'est un lieu de vie. Mais attention, le Paris joli, celui des touristes, des cartes postales. Regarde, Momo, la Seine adore les ponts. C'est comme une femme qui raffole des bracelets. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran que vous avez écrit, qui est une pièce qui a été rejouée, qui me demande même si c'est pas dans les programmes scolaires, c'est dans les programmes scolaires. Voilà, 2001, ça a été créé. Il s'est passé beaucoup de choses. Quelle est la nécessité de rejouer à chaque fois cette pièce? Quel rôle a-t-elle, cette pièce? C'est vrai que cette pièce, le texte n'a pas changé, mais le contexte a changé. Quand je l'ai écrite, moi c'était en 1999, je racontais donc cette histoire, l'histoire de l'amitié et amour entre un adolescent juif et un vieil épicier musulman. À l'époque, j'emmenais les gens dans un voyage et ils le prenaient comme ça. Parce qu'à l'époque, le rapport au Coran était un rapport d'ignorance. Donc, je leur disais, regardez, Monsieur Ibrahim, il est soufi, et lui, il a une façon d'appréhender le monde, suivez-le. Et les gens faisaient un voyage initiatique. Aujourd'hui, le contexte a changé. Le rapport à l'islam n'est plus un rapport d'indifférence, mais chez beaucoup un rapport d'inquiétude, voire de panique ou de haine. Et alors le texte, il est encore plus utile. Je ne suis pas arabe, mon mot. Je suis musulman. Oui, vous n'êtes pas arabe. Alors pourquoi tout le monde dit que vous êtes l'arabe du coin si vous n'êtes pas arabe? Arabe, mon mot, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit et même le dimanche. Il y a eu quand même des attentats depuis l'écriture de cette pièce. Il y a eu aussi des meurtres de juifs en France. Est-ce que ça vous a poussé à un moment donné peut-être à réécrire quelque chose, à recontextualiser? Alors moi, après les attentats, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'homme qui voyait à travers les visages, qui raconte véritablement, qui est une enquête sur l'origine de la violence. Mais j'ai voulu écrire un livre, j'ai pas voulu réécrire un de mes livres, parce qu'il y a dans Monsieur Ibrahim une naïveté merveilleuse. Une naïveté qui ne vient pas de l'époque, mais une naïveté qui vient du fait que c'est un enfant qui découvre le monde sans préjugés et qui pose des questions. Comment vous faites, Monsieur Ibrahim, pour être heureux? Je sais ce qu'il y a dans mon Coran. Il faudra peut-être que je vous l'emprunte, votre Coran, même si ça ne se fait pas quand on est juif. Ah, mon mot, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être juif? J'ai lu que vous étiez normalien, agrégé, c'est un bagage incroyable. Vous écrivez beaucoup, vous publiez beaucoup, vous dirigez aussi des ateliers d'écriture. Quand vous avez écrit Monsieur Ibrahim, qui vous a inspiré Monsieur Ibrahim et qui vous a inspiré ce petit garçon juif, cet adolescent juif? Alors il y a un vrai mélange. Je l'ai écrit pour un acteur qui s'appelle Bruno Abraham Kremer. Et donc il y a des éléments qui sont des récits qu'il m'a fait, parce que lui a eu cette enfance de petit garçon juif autour de la rue du Faubourg Poissonnière. Donc, et puis pour Monsieur Ibrahim, je me suis servi de ma propre vie, mon grand-père, qui n'était pas musulman, qui n'était pas épicier,
mais qui était un sage, comme M. Ibrahim. C'est-à-dire un être extrêmement bienveillant, assez silencieux, mais son silence disait autant de choses que ses rares paroles. Et je me suis vraiment inspiré de lui. C'est pour ça peut-être que tout le monde l'aime, ce monsieur Ibrahim, parce que moi j'adorais mon grand-père. Et sa perte a été, lorsque j'avais 11 ans, quelque chose une détonation terrible dans ma vie. Donc on écrit aussi pour faire revivre. Donc je le fais revivre dans monsieur Ibrahim. Et puis aussi, il y a une autre source d'inspiration, c'est le grand poète persan, Rumi. Rumi est un poète du XIIe, XIIIe siècle. Vous ne donnez pas son prénom qui est longuissime. Oui. Personne n'ose dire le prénom de... Voilà, on va dire Rumi, ça va plus vite. Qui est très compliqué. Et voilà, Rumi nous a laissé des poèmes mystiques et que quelle que soit la religion qu'on a, ou quelle que soit même l'absence de religion qu'on a, on peut être un athée. Je connais des athées convaincus, même des gens comme André Comte-Sponville qui aiment lire Rumi. C'est une source d'inspiration, de sagesse, une attention portée au monde, une façon de regarder les choses. Donc voilà, toutes les inspirations de M. Ibrahim. Ce que tu donnes, Momo, c'est à toi, pour toujours. Ce que tu gardes, c'est perdu, à jamais. Pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes passé de l'agnostie à la croyance? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on fait? Parce qu'en Israël, par exemple, on a beaucoup de documentaires sur des gens qui étaient très pratiquants, très croyants, qui reviennent à la vie laïque. Et vous, c'est le contraire. Vous avez été frappé de quoi? Et quand? J'ai eu une chance extraordinaire. J'ai trouvé ce que je ne cherchais pas. Parce que moi, j'étais athée, de famille athée, d'instruction athée, élève de Jacques Derrida à l'École normale supérieure, faisant ma thèse sur Diderot, grand athée devant l'Éternel. Et donc, j'étais très à l'aise dans cet athéisme. Et il se trouve que, bien sûr, je me posais des questions. Hein, je n'étais pas un athée fermé, définitif, mais je n'étais pas en recherche. Et je suis parti faire un voyage dans le Sahara, dans le désert du Hogar, et je me suis perdu. Je me perds partout, c'est pas grave, mais dans le désert, c'est grave de se perdre. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai passé 36 heures à peu près sans rien à boire, sans rien à manger, et en errant à travers les rochers de cette partie montagneuse du désert. Et j'ai passé une nuit extraordinaire, une nuit mystique. Sous les étoiles? Sous les étoiles. Une nuit, ce que Pascal appelait la nuit de feu, qu'à mon tour, dans le livre que j'ai consacré à cette nuit, j'appelle la nuit de feu. Oui, c'est une nuit où, au lieu d'éprouver de la peur, j'ai reçu la confiance. Une confiance dans le mystère. Je ne sais rien de plus. Je ne sais rien de plus. Mais j'habite l'ignorance d'une autre façon. Avant, je l'habitais avec angoisse. Maintenant, je l'habite avec confiance. Quand je ne comprends pas, je fais crédit. Je me dis quelque chose m'échappe, mais ça a forcément un sens. On va retrouver maintenant Éric Emmanuel Schmitt sur les planches de son théâtre Rive Gauche à l'occasion de la reprise à Paris de sa fameuse pièce Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. C'est un mystère, cet Éric Emmanuel Schmitt, un normalien, un agrégé, un homme de théâtre, de cinéma, de télévision, de parole, de livre. Il est affable, il est ouvert. Bref, c'est l'homme sans défaut, sans cheveux, ce qui est un petit peu vache, mais sans défaut. Reportage et réalisation Aurélien Romano. Il y a quelque chose qui est frappant dans votre travail, Éric Emmanuel Schmitt, c'est que vous arrivez à écrire sur des personnalités extrêmement diverses. Je le lisais, donc il y avait Anne Frank, vous avez obtenu une autorisation, Hitler, Jésus, Dieu. Quels sont les sujets que vous n'avez pas encore abordés? Ceux qui sont un peu neuneux, mais c'est vrai, quand on voit des tels personnages, on se dit, mais il ne reste plus que Dieu. Dieu, c'était un peu, au fond, dès ma première pièce, Le Visiteur, j'allongeais Dieu sur le divan de Sigmund Freud, c'était pas mal pour un début. Vous avez tapé fort. Je suis habité par tellement de livres, tellement de sujets. Ce qui m'intéresse, j'ai jamais parlé vraiment de la politique, enfin de l'organisation politique des sociétés, des conflits entre le nationalisme et d'autres choses. D'ailleurs, vous n'êtes pas vraiment engagé. J'ai pas réussi à trouver votre engagement quelque part, alors qu'il y a d'autres. Mon engagement en termes de parti politique, oui, non, surtout comme pas. Ça, oui, non. Surtout pas. Pas comme d'autres. Vous avez des collègues qui sont très, qui soutiennent tel ou tel candidat. Pas vous. Non. À chaque fois on me le demande, et même des candidats pour lesquels éventuellement je vais voter me le demandent, et je refuse parce que je pense pas que
Mon engagement est pour des valeurs. Mon engagement est dans une vision du monde. Et j'ai pas envie qu'il se réduise à un discours politique à un moment précis par rapport à tel ou tel adversaire politique, parce qu'on sait très bien que 15 ans après, peut-être tout aura permuté et ils diront autre chose. Et puis moi, on viendra me dire, mais il y a 15 ans, vous disiez... Donc moi, je dis toujours la même chose. Ça va. C'est plus simple. Je suis dans une cohérence morale et philosophique. C'est ça qui me paraît important. Et quand vous avez écrit, par exemple, sur Hitler qui réussissait en peinture, oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Comprendre. Et vous avez compris quelque chose ? Oui, j'ai compris que c'était facile de devenir un monstre et un salaud. Or, j'étais comme beaucoup de gens, je pensais, non, Hitler, ça n'a aucun rapport avec moi. Un nazi, ça n'a aucun rapport avec moi. Et puis tout d'un coup, en écrivant cette double vie d'Hitler, c'est-à-dire la vie du vrai et la vie de l'autre qu'il aurait pu être s'il avait réussi l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, je découvrais que c'était très très facile pour un être humain de devenir sectaire, de cesser d'analyser pour désigner un bouc émissaire. Pour moi, chaque livre est un renouvellement. En fait, mes livres ne sont pas mes enfants, c'est moi qui suis le fils de mes livres. Chaque livre m'a emmené à réfléchir sur Hitler et à découvrir que, attention, je pourrais être un salaud, un nazi, pas un nazi, mais je pourrais être un vrai salaud. Et puis tout d'un coup, j'écris l'Évangile selon Pilate, où j'essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en Judée à cette époque-là. Puis après, je vais m'interroger sur les relations amoureuses dans les perroquets de la Passarezo. Je décris 32 sexualités différentes, mais toujours avec la même bienveillance, parce que je n'ai pas à juger. Oui, mes livres me font avancer intellectuellement, humainement, me rendent plus bienveillant, développent ma curiosité. Et oui, je suis le fils de mes livres. Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran arrivent en Israël. C'est la première fois que vous êtes joué en Israël. Et quel est le regard que vous portez sur ce pays ? Alors, Israël a déjà joué Monsieur Ibrahim d'une façon extraordinaire. C'était il y a plus de 10 ans. C'était au théâtre Habima à Tel Aviv. Plus grand théâtre de la ville, oui. Exactement. Et c'était joué un soir en arabe, un soir en hébreu. Quand on m'a dit ça, j'ai pleuré. Ben oui, il y a de quoi. Voilà, parce que c'était tellement ce que portait son texte dans son cœur, c'est-à-dire cette volonté d'entente. Et ceux qui voulaient la même chose s'étaient servis de ce texte au théâtre Habima en Israël. Donc, pour moi, un des grands moments de l'histoire de Monsieur Ibrahim, c'est ce qui s'est passé là en Israël. Moi, vous ne savez pas me croire, je suis encore jamais allé en Israël. Jamais. On va vous inviter alors. Mais j'y vais au mois de juin. Ah. J'y vais au mois de juin et voilà. Et il y a des moments où je veux être avec mes proches, mais il y a des moments où je veux être tout seul, puis il y a des moments où je veux être avec les gens qui me reçoivent, parce que pour moi, c'est un grand voyage. J'ai rendez-vous avec plein de choses. Quoi ? Des choses intimes aussi, des choses spirituelles. Ah bah oui, ça c'est sûr que s'il y a un pays spirituel, c'est bien voilà. Là. Et normalement, ce qui va se passer, c'est que je vais sans doute jouer 2 ou 3 fois Monsieur Ibrahim là-bas. Mais de toute façon, que je joue ou que je joue pas, je vais y aller. Voilà. Vous allez aller à Jérusalem ? Évidemment. Ça, c'est une de mes plus grandes appréhensions et un de mes plus grands désirs. Vous savez, la peur et le désir, c'est souvent lié. Bien sûr. Bien sûr. Et puis j'ai envie de respirer cette histoire, cette vie, mais je suis c'est au-delà de l'objectif. C'est plus. De toute façon, dès qu'on dit Jérusalem, on n'est plus objectif d'ailleurs. Bien sûr. Parce qu'il y a un tel millefeuille intellectuel, spirituel, historique. C'est toute notre histoire qui est là-bas. Et donc, oui, c'est un grand rendez-vous. Je crois que j'ai fait exprès de le retarder parce que je voulais pas que ça m'abatte. Je voulais que ça me nourrisse. Ça va vous énergiser. J'espère. Il va faire un peu chaud en juin. Il paraît, oui. Il fait un peu chaud. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, on vous attend bientôt en Israël. Alors, vous viendrez dans le studio. Vous verrez. Ah oui, d'accord. Bah oui. Très bien. Les deux. Merci. Merci.